Bonjour à toutes et à tous. Que cette année 2026 commence pour vous sous les meilleurs auspices. De notre côté, autant dire qu'on démarre sur les chapeaux de roue retour, fracassant sur une affaire brûlante, un véritable polar politique au relent de conspiration, et au retournement aussi stupéfiant qu'un scénario hollywoodien. Et non, ce n'est pas un... Bonjour à toutes et à tous. Que cette année 2026 commence pour vous sous les meilleurs auspices. De notre côté, autant dire qu'on démarre sur les chapeaux de roue retour, fracassant sur une affaire brûlante, un véritable polar politique au relent de conspiration, et au retournement aussi stupéfiant qu'un scénario hollywoodien. Et non, ce n'est pas un simple ressenti personnel. Nos investigations l'ont prouvé noir sur blanc, c'est sans conteste. L'un des plus retentissants scandales qu'ait connu l'Algérie en 2024, et dont les secousses ont continué de se faire sentir durant toute l'année suivante. Depuis les derniers jours de 2024, difficile d'échapper à ce feuilleton troublant, on le décortique, on le passe au crible, on y revient sans relâche. Pourquoi tant d'insistance ? Parce que hormis ici, c'est le silence absolu. Aucun autre média du pays n'ose s'en approcher comme si le sujet était radioactif. Mais qu'on ne s'y trompe pas, ce n'est pas un simple vol. On est face à une énigme judiciaire aussi sombre que retorse, mais surtout éminemment politique. Car derrière ce larcin apparemment anodin se tapit un véritable séisme institutionnel. À ce fameux feuilleton du disque dur, un titre qui a squatté vos écrans de décembre 2024 jusqu'au cœur de l'été 2025, que ce soit sur YouTube, Facebook ou ailleurs, une saga devenue virale. Et vous, notre communauté légendaire, toujours au taquet, vos commentaires pleuvent alors. Abdou, toujours pas de dénouement. La justice, elle prépare quoi encore dans l'ombre ? Accrochez vos ceintures, car ce qui suit va vous retourner. Ce qu'on s'apprête à dévoiler dépasse largement tout ce qu'on avait déjà mis en lumière. C'est brutal, déconcertant, carrément ubuesque. Vous allez comprendre à quel point la justice algérienne est capable de prouesses en termes d'improvisation. Parler de justice en Algérie, c'est accepter une réalité bien tordue, l'incompétence y règne en maître. Et inutile de parler d'éthique ou d'objectivité, ces valeurs semblent avoir déserté les bancs des tribunaux depuis belle lurette. Les juges incapables de traiter un dossier même basique. Un simple vol devient pour eux une énigme pire qu'un thriller coréen. Mais attention, ne vous méprenez pas, cette affaire-ci n'a rien d'ordinaire. Elle aurait pu n'être qu'un banal vol si elle n'était pas truffée de ramifications politiques explosives. C'est justement ce mélange explosif vol domestique et enjeu d'État qui transforme un fait divers en scandale national. Alors avant de plonger dans les révélations croustillantes, faisons un petit retour en arrière. C'est quoi exactement cette histoire de disque dur ? Elle est tellement tordue et pleine de ramifications qu'un rappel des bases s'impose à chaque fois. C'est presque devenu un rituel. Tout commence en 2013, en pleine effervescence du 4e mandat de Bouteflika. Cette année-là, un Algérien exilé, pour des raisons aussi politiques que périlleuses, réussit l'impossible, mettre la main sur un disque dur bourré de secrets. Pas n'importe lesquels. On parle ici d'un concentré d'informations explosives, le genre de données qu'on ne devrait jamais voir sortir des coulisses du pouvoir. Dans ses entrailles numériques, une véritable mine d'or, des listings entiers de fortunes amassées par les pontes du régime planqués à l'étranger, et des dossiers ultra sensibles sur leurs accointances douteuses, avec des lobbies des agents d'influence, voire des services de renseignement étrangers, souvent en opposition frontale avec les intérêts du pays. Ce fameux disque, au lieu d'être remis aux institutions officielles pour lancer une enquête rigoureuse, atterrit entre les mains d'un homme clé Tarak Amirat. À l'époque, il n'était encore que commandant, mais il deviendra plus tard lieutenant-colonel. Un officier bien placé, ancien chef de sécurité à l'ambassade d'Algérie à Rome, puis à celle de Paris,
avant de gravir les échelons au sein de la très discrète Direction de la documentation et de la sécurité extérieure, autrement dit, les services de renseignement extérieurs algériens. À l'origine, le plan était simple, remettre ce fameux disque dur au général Toufik. Le but, lancer une vraie enquête, une enquête sérieuse, rigoureuse menée par la DDSE pour faire la lumière sur un cocktail explosif d'accusations, corruption en cascade, enrichissement suspect, fonds détournés, fortunes dissimulées à l'étranger, et même potentiellement des actes relevant de la haute trahison. Oui, on parle bien de hauts responsables algériens, flirtant avec des réseaux politiques et économiques étrangers aux intérêts, tout sauf compatibles avec ceux de l'Algérie. Mais voilà, Tarak Amirat a préféré changer de cap. Plutôt que de suivre la voie officielle, il s'est tourné vers un autre centre de pouvoir, Saïd Bouteflika. Pourquoi ce choix? Rien de bien surprenant quand on sait qu'il est le fils du défunt Slimane Amirat, figure emblématique de la guerre de libération, compagnon de Mohamed Boudiaf. Et comme si ce n'était pas suffisant, sa mère entretenait depuis longtemps des liens étroits avec les cercles dirigeants et surtout avec la fratrie Bouteflika. Fort de cet héritage et des connexions bien huilées de sa famille Amirat, n'a pas perdu de temps. Il s'est directement rapproché de Saïd Bouteflika pour lui glisser à l'oreille qu'un coup d'État, ou du moins un scandale bien ficelé, se tramait dans l'ombre. Le disque dur, selon lui, regorgé de preuves accablantes susceptibles de faire vaciller tout le clan Bouteflika. Et c'est ainsi qu'au lieu de servir la justice, ce trésor numérique a atterri dans les mains de ceux qu'il aurait dû exposer, et comme par magie, plus de disques durs. Disparu dans la nature, évaporation totale. Officiellement, il n'a jamais été remis au service secret. La DDSE, pourtant censée être l'élite du renseignement extérieur algérien, l'a complètement perdu de vue. Un seul homme semble connaître son sort, ou du moins l'avoir connu, Tarak Amirat. Le mystère reste entier, pour tout le monde, sauf lui. Ce même Amirat, qui après une première chute brutale en 2019, a goûté au mur froid d'une cellule durant l'ère Gaïd Salah. Mais ce passage par la case prison n'a pas duré entre 2020 et 2021. Il retrouve la liberté, puis surprise, il est réintégré dans le système. Et pas n'importe comment, en devenant une figure montante de la DDS entre 2021 et 2022, comme si de rien n'était, jusqu'à ce que le destin le rattrape à nouveau, en août 2022, cette fois, dans une affaire bien plus trouble, celle du réseau des officiers conspirateurs. Ce scandale implique un groupe d'hommes de l'ombre, issus à la fois de la sécurité militaire et du renseignement extérieur. Tous ont été cueillis avec un certain colonel Omar Wali, qui n'est autre que le frère de Sid Ali W.M., l'ancien patron de la toute-puissante DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée en poste, jusqu'à, tenez-vous bien, quasiment 2023. Oui, Sid Ali encore dans le jeu, jusqu'à cette date. Et pourquoi ont-ils fini derrière les barreaux, ces officiers? C'est pas pour un petit malentendu, non, mais parce qu'ils ont tout simplement trafiqué des rapports officiels, leur spécialité intoxiquer les services de sécurité militaire et extérieure, avec des documents bidonnés trafiqués sur mesure pour nuire à des proches du président Abdelmadjid Tebboune et à quelques figures de haut rang dans l'appareil militaire. Une machination bien rodée, version 2.0. Et du mensonge d'État, quant à Tarak Amirat, lui aussi a été jugé dans ce dossier de désinformation. Mais pour ce qui est du fameux disque dur, rien. Nada. Silence radio. Comme on vous l'a déjà révélé dans plusieurs de nos vidéos précédentes, ce volet-là n'a jamais été traité sérieusement. Le tribunal militaire de Blida a tout simplement refermé le dossier comme on ferme un tiroir qu'on ne veut plus jamais rouvrir.
Et pendant ce temps-là, devinez quoi? Le lanceur d'alerte à l'origine de toute cette affaire, celui qui en 2013 avait confié ce disque dur bourré d'explosifs politiques au service secret, a pu revenir au pays. En 2022, le régime Tebboune l'a réhabilité. Oui, vous avez bien entendu, droits civiques rétablis, liberté individuelle restaurée, et le tampon de la justice algérienne validé. Résultat, il partage désormais sa vie entre l'Algérie et la France en toute légalité, même si son passé lui reste brûlant. Mais voilà le rebondissement inattendu de retour en Algérie. Notre lanceur d'alerte découvre que sa maison familiale de Souk Arras, celle où il vivait avec ses proches avant l'exil, renfermait bien plus qu'un simple passé. Dans une pièce discrète cachée à l'abri des regards, un coffre-fort dernier cri. À l'intérieur des copies de documents ultra sensibles issus du fameux disque dur, mais aussi un butin digne des contes orientaux. On parle ici d'un vrai petit trésor, des bijoux anciens de l'or fin des parures, hérités de génération en génération du côté de son épouse depuis l'époque de son arrière-grand-mère, s'il vous plaît. Des pièces rares, chargées d'histoire et de mémoire familiale, qui avaient autant de valeur sentimentale que financière. Ce n'était pas juste de l'or, c'était un héritage. Et ce n'est pas une formule. Selon les estimations, la valeur dépassait les 300 000 €. De quoi acheter une maison bien située en France sans crédit. Ce pactole familial, soigneusement planqué avec les copies des fichiers explosifs, attendait tranquillement dans ce coffre jusqu'à ce qu'il soit ouvert. Par qui? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir très bientôt. Et là, tenez-vous bien, le coffre-fort, pourtant ultra sécurisé, disparaît dans un tour de magie. Oui, abracadabra, il a été vidé sans que personne ne sache comment, ni quand, ni par qui. Cambriolé. Hop comme ça. Et attention, on ne parle pas d'un tiroir à chaussettes. C'était un coffre de haute technologie, renforcé discret, bien planqué dans la maison familiale de Souk Arras. Il aurait fallu des pros pour s'attaquer à un engin pareil. Des vrais. Pas des apprentis voleurs. Devant ce braquage, digne d'un film hollywoodien, une plainte a bien été déposée vers la fin de 2022. Mais le tribunal local silence radio. Aucune vraie enquête, aucune perquisition sérieuse, aucune volonté d'élucider quoi que ce soit. Comme si l'affaire gênait. Comme si tout le monde voulait regarder ailleurs. Résultat, le premier verdict rendu frôle le ridicule. Expédié mal torché. La famille dépossédée de ses biens a évidemment fait appel. Et devinez entre les mains de qui l'affaire est tombée? Un certain juge Magnus Abdul Wahab, magistrat à la cour de justice de Souk Arras. Un nom que vous allez retenir, croyez-moi. 1. Monsieur le juge Magnus Abdul Wahab, un nom qui revient souvent dans nos vidéos et pour cause, à plusieurs reprises ici sur Algérie Part, on vous l'a évoqué. Pourquoi? Parce qu'à la cour de justice de Souk Arras, sous sa houlette, l'enquête, zéro. Nada. C'est bien simple, rien n'a été fait de manière rigoureuse. Pas l'ombre d'une véritable instruction. Et que fait notre cher juge depuis qu'il a hérité du dossier début 2025? Eh bien, pas grand-chose à part tourner en rond. Cela fait 1 an qu'il multiplie les désignations de experts. Mais attention, pas des connaisseurs en joaillerie ou en criminalistique. Non, non. Des experts comptables, des spécialistes des colonnes Excel, des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une bijouterie, mais à qui il demande de déterminer la valeur d'un vol de bijoux. Oui, vous avez bien compris. Et pendant ce temps, au lieu de lancer une vraie enquête, comme faire appel à la police scientifique, interroger le voisinage, recouper les témoignages ou pister des suspects, lui, il demande à la famille cambriolée de produire des factures, des preuves d'achat
comme si tout le monde gardait les tickets de caisse de l'héritage de son arrière-grand-mère. Bref, on frôle la gestion de supérette. Dans un pays digne de ce nom, quand il y a un vol, les juges enquêtent. Ils bougent, ils creusent, ils cherchent la vérité. Mais en Algérie, non, là les juges ne jugent pas, ils comptent. Oui, vous avez bien entendu, ils sortent la calculette. Leur mission, évaluer le prix des colliers, des bagues, des bracelets. On ne traque pas le voleur, non. On veut savoir combien valait ce qui a disparu. Une année entière passée à jouer au bijoutier de bureau. Pathétique. Mais ce n'est pas tout. En creusant nos investigations, on révélait que, pendant que la justice faisait semblant d'enquêter d'autres, des services de sécurité, eux, bien plus sérieux, menaient une vraie contre-enquête en parallèle. Et devinez quoi, le fameux disque dur. Eh bien, les juges de Soukharas n'ont jamais voulu s'en approcher. Et ce n'est pas par flemme, non, mais pour 2 raisons très précises. Premièrement, parce que certains d'entre eux étaient directement mouillés dans l'affaire, oui, vous avez bien entendu. Dans la résidence où le cambriolage a eu lieu, vivaient aussi des magistrats. Des voisins très bien placés. Et comme par un immense hasard. Une partie du trésor volé, celui-là même qui appartenait à la famille du lanceur d'alerte et a refait de surface lors d'un mariage à Soukhara. Coïncidence, on vous laisse juger. Et là, tenez-vous bien, une juge, oui. Une magistrate censée incarner la justice serait soit directement à l'origine du vol, soit l'heureuse acheteuse de l'or volé, c'est dire le niveau. Et forcément, quand les robes noires commencent à tremper dans les combines, eh bien, tout le monde au tribunal de Soukhara se fige. Plus personne ne bouge. Silence total. Pourquoi ? Parce que cette histoire n'est pas qu'un simple vol, c'est une bombe à retardement politique. L'or dérobé était planqué dans le même coffre-fort que les documents explosifs liés au fameux disque dur. Résultat, tous les juges ont soudainement perdu leur courage. Peur du scandale, peur des services secrets, peur de toucher à un dossier qui pourrait faire tomber du monde. Bref, des juges devenus des poules mouillées en robe. Mais de notre côté, on ne s'est pas contenté de regarder. On a continué à fouiller, à creuser, à recoller les morceaux de ce puzzle sombre et complexe. Et devinez ce qu'on a trouvé. En remontant le fil des années, on tombe sur un nom, colonel régime, ou plus exactement, colonel régimé. Un nom qui revient dans l'ombre entre 2013 et 2014. Un personnage nébuleux, mystérieux à souhait. On ne sait pas grand-chose de son parcours. Tout a été effacé ou classé secret. Ce qu'on sait, en revanche, c'est qu'il portait bel et bien le grade de colonel. Était-il au sein de la DDSE ? Faisait-il partie du renseignement militaire ? On n'en a pas encore la certitude. Mais une chose est sûre, ce nom est loin d'être anodin. Et devinez qui aurait mené l'opération en douce ? Le fameux colonel régimé lui-même. C'est lui qui, selon nos sources, aurait fait irruption dans la maison du lanceur d'alerte, l'homme à l'origine de la bombe, qu'est ce disque dur accompagné d'une équipe spécialisée, pas des amateurs. Leur objectif, forceur l'accès au coffre-fort. Mais attention, pas n'importe quel coffre, celui qui contenait les précieuses preuves. Et les preuves, justement, c'est ce que Tarak voulait faire disparaître. Car voilà le fond de l'affaire. Quand Tarak Amirat a alerté Saïd Bouteflika de l'existence de ce disque explosif, il est vite devenu clair qu'il ne suffisait pas de l'écarter. Non, il fallait aussi faire le ménage. Effacer toute trace, tout lien pouvant remonter jusqu'au contenu. Et ce lien y passait par un endroit précis, le coffre-fort familial du lanceur d'alerte. Tarak savait pertinemment que ce dernier avait sûrement gardé une copie du disque. Il ne pouvait pas organiser une perquisition officielle, la justice n'aurait jamais cautionné ça. Alors il a contourné le système. En silence. En secret. Et c'est là qu'entre en scène notre colonel de l'ombre.
Sa mission, se rendre discrètement à Soukaras, pénétrer dans la maison, forcer le coffre, effacer les traces et récupérer tout ce qui avait un lien de près ou de loin avec ce fameux disque dur. Une opération illégale mais méthodiquement exécutée en dehors de tout cadre judiciaire. Quand le coffre-fort a finalement été forcé, pas le disque dur, mais bien ce fameux coffre, ce n'est pas uniquement des fichiers numériques qu'on y a trouvés. Non, il y avait aussi un véritable petit trésor de famille. Et selon ce que nos enquêtes sont permis de recouper, le colonel Régimé et sa clique, eux, ne s'en sont pas souciés. L'or, ce n'était pas leur butin, ce n'est même pas ce qu'ils cherchaient, ils sont venus pour autre chose, les dossiers. Les papiers, tout ce qui avait un lien direct avec le contenu explosif du disque dur. Et une fois leur mission terminée, ils sont repartis, laissant derrière eux un coffre vidé de ses secrets. Quant à l'or, il a mystérieusement disparu après leur passage, comme par enchantement. Et justement, ce n'est pas un hasard si quelques années plus tard, en août 2022, lorsque Tarak Amirat est arrêté dans l'affaire du fameux réseau des officiers comploteurs, on fait une perquisition dans l'une de ses résidences à Alger. Et là, surprise, on retrouve des documents imprimés directement extraits du disque dur en question. Alors là, on ne parle plus de suppositions, les preuves sont là. Et tout laisse penser que ces documents ont été subtilisés dès 2013, lors du cambriolage de la maison du lanceur d'alerte AKA. Petite précision intéressante, lors de l'ouverture du coffre, plusieurs voisins étaient présents. Ils ont vu, ils ont entendu. Et parmi eux, une enfant. Une certaine Ben Yaya A. À l'époque, elle n'avait qu'une dizaine d'années, une gamine sans histoire. Aujourd'hui, elle frôle les 20 ans et son témoignage pourrait bien devenir la pièce manquante du puzzle. Quand la famille du lanceur d'alerte a enfin décidé de porter plainte en 2022 après le cambriolage de leur maison, on aurait pu croire que la justice allait prendre l'affaire au sérieux. Mais non, au tribunal de Soukaras, on a préféré aller au plus simple. Et sur qui s'est-on jeté? Sur une gamine. Une certaine Ben Yaya A. Pourquoi elle? Parce qu'elle avait eu le malheur de dire la vérité. Lors de la toute première enquête, une enquête faite à la va-vite torchée en 2 temps, 3 mouvements, les enquêteurs ont interrogé le voisinage. Et là, ils sont tombés sur elle. Elle avait témoigné, oui. Elle avait avoué être entrée dans la maison après coup. Elle avait trouvé le coffre-fort déjà ouvert. Et selon ses propres mots, elle avait ramassé un sac contenant de l'or et des bijoux. Voilà. Une gamine de 10 ans qui dit ce qu'elle a vu, ce qu'elle a pris. Et que fait la justice algérienne? Elle saute sur l'occasion pour clore le dossier au plus vite. Et comment? En faisant d'elle la seule coupable. À 10 ans. Comme si une enfant de CM2 pouvait être l'instigatrice d'un cambriolage complexe. La justice a essayé de faire croire que c'était elle. Et basta. Et là, accrochez-vous bien, selon la toute première version officielle. Lors du procès, en première instance, la justice nous sert une histoire rocambolesque. Ben Yaya, souvenez-vous, 10 ans à peine, au moment des faits, aurait volé l'or pour le filer à son petit ami. Oui, vous avez bien entendu. Un amoureux de cour de récré qui l'aurait ensuite revendu pour se faire un peu de cash. Sérieusement, une gamine de 10 ans avec un plan de recel, c'est un scénario digne d'une série B mal écrite. Et on continue dans l'absurde. Comme cette version ne tenait pas debout, on a tenté autre chose. D'abord, on a pointé du doigt son père. Puis, une personne âgée du voisinage. Bref,
tout sauf la vérité. Mais soyons clairs, qu'il s'agisse d'un enfant, d'une ado ou d'un grand-père, personne ne peut ouvrir un coffre-fort sophistiqué à main nue. Ce genre de monstre, ça ne s'ouvre pas avec une épingle à cheveux ou un tournevis. Il faut du matos, du lourd, des outils spécifiques, voire de la dynamite. Bref, il faut des pros. Des vrais. Pas des enfants, pas des amateurs. Évidemment, la famille de la victime, celle du lanceur d'alerte véritable propriétaire de ces bijoux dérobés, n'a pas gobé une seule seconde cette mascarade judiciaire. Et on les comprend. Comment croire qu'une gamine de 10 ans, à elle seule, serait à l'origine d'un vol aussi méthodique, accusé uniquement Ben Yahya? Et c'est insulter l'intelligence collective. C'est comme dire que la tour Eiffel s'est envolée toute seule. Mais attendez, l'affaire ne s'arrête pas là. Parce que la petite Ben Yahya, figurez-vous qu'elle a une grande sœur, Ben Yahya Nyauda. Et leur mère, elle, s'appelle Régimi Fatima. Et là, les coïncidences commencent à s'empiler comme par magie. Cette même Régimi Fatima n'est autre que la toute première personne suspectée dans cette histoire de vol du trésor de Souk Arras. Étrange, non, une affaire qui commence avec une enfant et finit par remonter à toute une lignée, comme si on tirait doucement sur un fil et que tout un rideau de secrets tombait d'un coup. Alors oui, on parle bien d'un trésor. Ce n'est peut-être pas un coffre rempli de diamants de la couronne, ni un lingotier suisse, mais tout de même 300 000 € dans une wilaya comme Souk Arras, ce n'est pas ce qu'on appelle un simple larcin. Ce n'est pas 3 pièces jaunes volées dans une tirelire. C'est une somme qui pèse. Et quand un butin pèse aussi lourd, on ne l'appelle plus un vol, mais un pillage de trésor familial. Et maintenant, accrochez-vous. La mère de la petite Ben Yahya, figure centrale, malgré elle, dans cette affaire, s'appelle Fatima Régimi. Et devinez quoi? Elle est la cousine directe, cousine germaine, s'il vous plaît, du fameux colonel Régimé. Oui, celui-là même qui a orchestré l'ouverture illégale du coffre-fort appartenant au lanceur d'alerte. Ça commence à faire beaucoup de coïncidences pour une seule famille. Alors naturellement, les doutes s'installent. Comment ne pas envisager que le colonel ait donné un petit coup de fil discret à sa cousine pour lui souffler ce qu'il allait se passer, ou alors qu'elle ait été informée par une autre source et qu'elle ait ni une ni deux envoyé sa fille faire un petit passage express pour récupérer discrètement le magot. Le lien familial est là, l'accès aussi. Et la disparition de l'or, elle est bien réelle. Ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'il y a un lien de sang direct entre le colonel Régimé et sa cousine Fatima Régimé et les enfants de cette dernière. Jusque-là, rien d'illégal. Mais ensuite, eh bien, c'est le flou total. Au départ, les autorités envisageaient de condamner la petite Ben Yahya à 1 an de prison, oui, 1 an pour une gamine de 10 ans. Finalement, elle n'a jamais vu l'ombre d'une cellule. Et aujourd'hui, le dossier est en appel, sans qu'on sache vraiment ce que la justice compte faire de cette jeune fille, qui, rappelons-le, n'était qu'une enfant au moment des faits, et c'est là que tout devient grotesque, une fillette de 10 ans accusée d'avoir ouvert un coffre-fort hautement sécurisé. Allons. Ni la loi, ni le bon sens ne permettent une telle absurdité. Un enfant de cet âge n'a ni la capacité physique, ni la responsabilité pénale pour accomplir un acte pareil. C'est juste risible. Mais tenez-vous bien, l'histoire prend un nouveau virage. Car pendant que cette affaire de trésor envolé se jouait en coulisses, la sœur de Ben Yahya, une certaine Ben Yahya Nor Houda, bossait dans une agence bancaire à Badras. Et il y a quelques années, cette employée modèle a elle-même validé un prêt colossal, 1,6 milliard. C'est un mot 100 millions. À qui? À son propre mari.
Oui, vous avez bien entendu. Monsieur est promoteur immobilier. Madame est conseillère bancaire. Résultat, elle lui accorde un crédit mirifique et théoriquement, ce genre de prêt exige une hypothèque solide. Un bien en garantie. Et devinez ce qu'ils devaient hypothéquer. Et devinez ce qu'ils avaient prévu de mettre en garantie pour décrocher ce fameux crédit. 10 milliards. De l'or, bien sûr. Oui, vous avez bien entendu. Une hypothèque scintillante, censée être constituée de bijoux précieux. Et comme par une coïncidence digne d'un film d'espionnage, la fameuse employée de banque Ouda Ben Yahya n'est autre que la fille de Régimé Fatima, elle-même cousine du fameux colonel Régimé. Tout reste en famille, visiblement. Officiellement, ce prêt en or massif devait être couvert par un dépôt de bijoux à la banque. Mais surprise, une enquête interne menée par l'établissement bancaire Badr révèle qu'aucune once d'or n'a jamais franchi leur coffre. Rien, zéro, nada. Et malgré ça, le crédit a été approuvé avec une facilité déconcertante, comme si c'était un simple prêt entre copains. Et là, on touche le jackpot du scandale, conflit d'intérêts flagrant, abus de position, détournement de fonds publics. Résultat, les services de sécurité, en fouillant un peu, ont connecté les points. La banquière, sa sœur Ben Yahya. À la mère, la fillette accusée et le colonel de l'ombre. Et si l'or, censé servir de garantie, c'était justement celui volé dans le fameux coffre-fort de Souk Arras Yein, la boucle est bouclée. Souvenez-vous, on l'avait dit dès le début, une portion de ce fameux trésor doré a fini par refaire surface. Pas chez n'importe qui, attention, une partie a été retrouvée bien au chaud dans les affaires personnelles d'une magistrate du nom de Sit Samia. Classe non et le reste surprise, ce sont les victimes elles-mêmes, c'est même la famille cambriolée, qui ont remis la main sur d'autres bijoux. Tranquillement installés chez le président d'une chambre du tribunal de Souk Arras. Un certain Hamoud Bouker. Oui, carrément. Les bijoux ont circulé, mais pas au marché noir. Non, entre robes noires. Tout laisse penser que c'est bien Régimé Fatima qui s'est servi la première. Et pourquoi ? Parce que son gentil cousin, celui qui a ouvert le coffre-fort, l'aurait prévenu de l'opportunité. Un petit trésor t'attend si tu passes dans l'après-midi. Ni une, ni deux, elle y va. Elle se sert. Et hop, business is business. Une partie a atterri chez la juge Sid Samia, à qui elle a visiblement revendu quelques morceaux choisis. De la haute voltige judiciaire, version cambriolage. Alors, là, accrochez-vous, on parle d'une juge qui tout bonnement trempe jusqu'au cou dans du recel. Oui, recel pur et simple. Car rappelons-le, s'approprier ou acheter un objet issu d'un vol, ce n'est pas juste pas très éthique, c'est un crime. Et ce n'est pas juste en France que ça s'appelle comme ça. Que ce soit à Paris ou à Soukara, cacher ou bénéficier d'un objet volé, ça reste du recel. La loi, normalement, elle tape fort là-dessus. Mais bon, quand c'est une magistrate dans l'histoire, on dirait que tout le monde oublie subitement le code pénal. Et comme plusieurs juges sont directement mouillés, devinez ce qu'il se passe, on sort les parapluies, surtout au tribunal de Saraz, où on préfère visiblement couvrir les collègues que défendre la justice. Car si un seul de ces juges corrompus tombe, c'est tout un château de cartes qui s'effondre. Et là, panique, la belle image de la magistrature intègre s'écroule. Et on risque de voir débarquer l'inspection générale. Et l'inspection, elle pourrait bien mettre le nez dans d'autres casseroles bien sales de cette honorable corporation. Autant dire que tout le monde a intérêt à ce que le couvercle reste fermé. Alors voilà le tableau.
Une partie du fameux or a été écoulée discrètement, l'autre soigneusement conservée. Pour, tenez-vous bien peut-être, servir de garantie hypothécaire dans une opération bancaire douteuse. À présent, toutes les pièces du puzzle sont sur la table. Le colonel régimé, on sait qui c'est. Sa cousine Fatima Reimi, impliquée jusqu'au cou selon toute vraisemblance. 2 filles à des connexions familiales, des liens suspects. Tout ça, c'est pas une théorie du complot. C'est le fruit d'une vraie enquête que nous avons minutieusement menée. Mais alors, où se cache le juge Abda dans ce scénario rocambolesque? Pourquoi reste-t-il les bras croisés sans convoquer Nordine, ni même Ben Yahya Nor Houda? Pourquoi aucune nouvelle audition de Fatima Régimé? Et le colonel, lui, on le laisse tranquille. Pourquoi ce silence? Si la justice civile est impuissante face à un militaire, rien ne l'empêche pourtant de transmettre le dossier à la juridiction militaire. Et puis soyons clairs, un militaire mêlé à une affaire civile, ce n'est pas un cas inédit. Il peut, et il doit, rendre des comptes. Tout converge vers une seule vérité, le vol de l'or s'est produit au moment précis où certains cherchaient à effacer toute trace du disque dur explosif. Ce même disque qui, selon nos sources, aurait fini entre les mains de Saïd Bouteflika. Alors la vraie question est pourquoi personne n'ose aller frapper à sa porte? Pourquoi ce mutisme autour de ce disque dur? Qu'est-ce qu'il contient au juste pour que tout le monde tremble à l'idée d'en parler? Voilà ce qu'on ne veut surtout pas fouiller. Car si un jour Saïd Bouteflika se mettait à parler franchement de ce que contenait réellement ce fameux disque dur, on peut parier sans trop de risques que certains poids lourds, encore bien installés dans les rouages du régime de Tebboune, commenceraient sérieusement à perdre pied. Il suffirait qu'il ouvre la bouche pour que les murs du pouvoir tremblent. Voilà pourquoi au tribunal militaire de Blida, on a vite choisi de refermer le dossier, comme on glisse un secret gênant dans un tiroir verrouillé. Sujet tabou. Dossier classé. Circuler, il n'y a rien à voir. Et pourtant, Saïd, il est bien là derrière les barreaux relégués dans l'ombre. Il n'a plus les leviers d'autrefois. Plus d'influence, plus d'armes. Mais malgré cette mise à l'écart, personne n'ose l'interroger sur ce disque dur. Pas de convocation, pas de procès. Rien. Alors, même que dans cette affaire, c'est l'État algérien lui-même qui a été lésé. Oui, l'État, supposément garant de l'ordre victime d'un vol qui concernait une pièce maîtresse, un disque dur bourré d'informations sensibles que les services secrets auraient dû garder précieusement comme preuve centrale dans une enquête qui normalement aurait dû servir à protéger la sécurité nationale. Ce qu'on a sous les yeux, ce n'est pas juste une affaire de vol. C'est un cocktail explosif où tout y passe. Atteinte grave à la sécurité de l'État, instrumentalisation honteuse des institutions pour servir des intérêts personnels, abus de pouvoir à gogo. Et comme si ça ne suffisait pas, le premier cambriolage, celui des documents sensibles, a été suivi d'un deuxième casse, celui d'un trésor familial en or massif et en bijoux de grande valeur. Du grand art, façon corruption. Mais alors on se demande, que fait la justice? Si seulement on avait des magistrats indépendants un tant soit peu courageux, ils auraient agi comme n'importe quel enquêteur digne de ce nom. Ils auraient convoqué Fatima Régimé, interrogé, les complices potentiels, identifiés, le fameux colonel Régimé remonté chaque piste. Bref, ils auraient bossé sérieusement. Au lieu de ça, que voit-on? Un silence complice. Abda aux abonnés absents. Les autres jugeraient pas mieux. Qu'importe la région, le scénario est toujours le même. On ferme les yeux, on protège les copains bien placés et surtout, on ne touche pas aux intérêts de ceux qui tiennent les ficelles du pouvoir. Dans ce pays, hélas,
Les juges brillent surtout lorsqu'il s'agit d'écraser les petites gens. Ce sont de véritables acrobates du code pénal. Mais uniquement quand la cible est sans défense, pauvre ou isolée. Dès qu'il s'agit de s'attaquer aux puissants, de gratter là où ça gratte vraiment, silence radio. C'est comme si la justice algérienne perdait soudainement la parole, le courage et